20 meters off the surface. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Hello les Goulix, vous le savez peut-être ou peut-être pas, et dans ce cas, je vais éclairer votre lanterne. Pause. Petit disclaimer, j'aurais dû finir cette vidéo il y a 2 semaines, mais la première fois le son était complètement exécrable et la deuxième fois mes fichiers étaient corrompus. Je m'excuse du retard pour l'arrivée de cette vidéo et je vous souhaite bien du plaisir. Bon visionnage. Le 18 février, au terme d'un voyage de 7 mois et de 480 millions de kilomètres, le rover Espérance a atterri sur Mars. Le petit passage que vous avez vu en début de vidéo. Le rover... Non, pas ce rover-là. Oui, ce rover-là. A donc atterri sur Mars. Mais au fait, c'est quoi un rover? Bouge pas, on arrive. Allez Marcel. Persévérance donc, que l'on appelle le rover, est un véhicule qui a été créé dans le but d'explorer un autre corps céleste que la Terre. Le fameux rover peut se déplacer à la fois d'une manière autonome ou dirigé directement depuis la Terre. Son but est de mener des observations et des analyses sur l'environnement de Mars. Alors ces machines peuvent donner l'impression d'être très petites, mais elles peuvent en réalité être très imposantes. On pourrait presque les comparer au fameux rover. Il mesure pas moins de 2 mètres de haut et pèse la bagatelle de 1025 kg. Pour mener à bien sa mission, Persévérance dispose de divers instruments. Il est particulièrement équipé d'une foreuse qui se trouve au bout de son bras de 2 mètres. Celui-ci va lui servir à récolter des échantillons de sol de Mars qui seront stockés dans des tubes scellés à l'intérieur du rover. En plus de cela, le rover va tester différentes technologies dans la perspective de missions habitées sur Mars. Entre autres, une méthode pour produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars. Il va devoir identifier d'autres ressources comme l'eau souterraine. L'astromobile, comme on l'appelle aussi, devra mieux cerner les conditions météorologiques, les poussières ou n'importe quel élément qui pourrait par la suite affecter les astronautes en mission sur place. Mais revenons à notre principal sujet, des pires idées de choses qu'on a voulu envoyer dans l'espace. Car dans les films et les médias, on peut trouver bien des bêtises tant qu'à l'avenir de l'homme dans l'espace. Et premièrement, pourquoi Mars finalement? Il y fait très froid, moins 63 degrés. Il fait au moins 8000. Les radiations extrêmes dont la moyenne est fixée à 300 millisieverts, soit 70 fois plus que la Terre. Et des tempêtes de sable qui bousillent tout sur leur passage et qui durent des mois. Elle y dispose d'une faible gravité, alors c'est marrant de se retrouver 3 fois plus léger et de faire le Yamakasi pendant les premiers jours. Oui, car ce manque de gravité va juste liquéfier vos os tel mon sucre dans mon café. Et pour couronner le tout, Mars n'ayant plus de champ de protection électromagnétique, la planète se fait tout simplement défoncer par les vents solaires. Mais du coup, pourquoi continuer à envoyer des objets ou des rovers sur Mars ou même dans l'espace? Ben, le concept de la fusée déjà est très vieux. Et malheureusement, c'est l'Allemagne nazie en 1942 qui a eu l'idée d'élaborer des fusées pour leurs missiles V1. Car au final, une fusée, c'est juste une grosse bombe. C'est 2800 tonnes de carburant sur 3 étages. Pour tout cela, envoyer quoi? 4% du poids total de la bête, soit un satellite. Donc oui, une fusée est un moyen dangereux, coûteux et largement peu efficient pour y envoyer dans l'espace avec autant d'énergie quelque chose d'aussi petit finalement. Coulomb, dans sa grande ingéniosité, a eu le projet de la plus grosse fusée possible. L'idée étant d'envoyer des stations spatiales complètes dans l'espace. La Sea Dragon était née. Elle aurait été titanesque. Et c'est en posant sur le papier les caractéristiques de la fusée que les ingénieurs ont découvert que le souffle aurait été si brûlant, le bruit si assourdissant et son énorme taille si incontrôlable qu'on aurait dû la lancer de sous l'eau. Puis finalement se sont rappelés que l'on ne lançait pas une station spatiale tous les ans non plus et ont tout simplement abandonné le projet.
Et alors, pourquoi pas un ascenseur? Et là, je sais que vous avez souri derrière votre ordinateur ou votre écran. Mais l'entreprise japonaise Obayashi, il travaille sérieusement et vous promet un ascenseur vers l'espace pour 2050. Alors oui, imaginez-vous dans votre cabine tranquillement en train de monter vers la Lune pendant 5 jours. Oula, ça fait des petits guillis au ventre quand ça s'arrête. Leur idée est simple, un ascenseur, donc la cabine, un câble et un contrepoids en orbite. Simple sur le papier encore une fois, mais des problèmes viennent s'ajouter à la fête. En premier, le contrepoids. Pour qu'il fonctionne, il devra être mis à la limite de l'orbite géostationnaire, c'est-à-dire 36 000 km. Altitude où la force centrifuge surpasse la force de gravitation. Mais le contrepoids doit être aussi massif qu'un astéroïde. Je vous rappelle qu'actuellement, l'humain, l'élément le plus gros qu'il ait fabriqué dans l'espace est la station ISS, et elle fait 450 tonnes. Deuxième problème, le câble auquel ce poids serait attaché. Il devra mesurer pas moins de 100 000 km de long. Alors oui, on met des scies et on imagine que c'est faisable. Mais on imagine aussi les problèmes de sécurité. Imaginons qu'un avion, qu'un débris spatial vienne écorcher ou briser cet énorme câble. Et là, c'est... Vers l'infini et au-delà. Troisième problème, les radiations encore. À 100 000 km d'altitude, l'ascenseur devra traverser la ceinture de Van Allen. Hey oh, ça suffit les homonymes dans cette vidéo ou quoi? Pas ce Van Allen là, mais le physicien James Van Allen qui a décrit la ceinture de radioactivité au début des années 60 grâce aux mesures effectuées par Explorer 1. Passer près de cet endroit vous infligera 465 millisieverts. En gros, je pense que c'est autant que les habitants de Tchernobyl lors du drame de 1986. Une autre idée que l'être humain a essayé, ou du moins a pensé envoyer dans l'espace, et plus directement vers le Soleil, les déchets nucléaires. Et là, je vous rappelle quand même que dans l'idée, c'est lancer des déchets toxiques, hautement radioactifs, tout ça posé sur le cul d'une bombe. Et personne ne souhaite voir plusieurs tonnes de plutonium partir en fusée avec 2800 tonnes de carburant. Mais admettons encore que cela soit sécuritaire et possible. Sachez qu'aller vers le Soleil, c'est pas aussi facile que l'on pense. Je vous explique. Déjà, la Terre tourne très vite. Oui, toi qui regardes cette vidéo assis sur ta cuvette des toilettes, sûrement, tu te déplaces actuellement à 107 000 km/h. Si on envoie un objet droit vers le Soleil, cet objet gardera son inertie. Il faudra donc fortement le ralentir pour qu'il garde sa trajectoire. Et pour l'instant, les scientifiques y sont incapables. Alors la vidéo est courte, j'ai pris quelques idées sur le panel de toutes les absurdités qu'on peut trouver, même ingénieuristiques, pour envoyer des choses dans l'espace ou aller dans l'espace. Évidemment, la vidéo aurait duré des heures, voire peut-être une journée. Alors oui, moi, fan de l'espace et de science-fiction, je continue à garder l'intérêt pour notre progression dans cet univers, dans ce grand voyage, et je continue à rêver dans mes jeux vidéo, Star Citizen, EVE Online, ou encore mes films préférés, 2001, l'Odyssée de l'espace, Star Wars, Interstellar. Si vous êtes rendu jusqu'ici, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, si ça vous a plu malgré son retard, et surtout si elle vous a diverti. Au plaisir de vous divertir. Allez, ciao!